Bonjour, moi c'est Adrien. Donc, je suis né à Nantes, dans l'ouest de la France, et j'ai grandi dans la région de Strasbourg. Voilà, dans un petit village qui était en pleine forêt, entre deux collines. C'était très joli. On avait voilà, un terrain qui était en pente, avec un ruisseau en bas, un ruisseau en bas du terrain. Et j'ai passé beaucoup de temps à construire des cabanes, à faire des barrages dans ce ruisseau avec mon frère, mes cousins. Voilà, donc j'ai passé une enfance plutôt heureuse. On ne parlait pas de religion à la maison. Voilà, on n'a jamais parlé de Dieu. J'ai pas suivi de cours de catéchisme, j'allais pas à l'église le dimanche. Mais bon, j'étais plutôt heureux, hein. Et voilà, donc j'ai passé mon enfance protégée à la campagne, et voilà, j'étais un petit garçon. Donc quand j'étais vers 3, 4, 5 ans, j'étais toujours très souriant, j'allais vers les autres, j'avais peur de rien. Et en grandissant, voilà, je me suis peut-être un petit peu renfermé sur moi-même, un petit peu de timidité, et j'avais beaucoup d'imagination, et j'étais très curieux. Et voilà, vers 10-12 ans déjà, mon rêve, c'était de connaître les secrets des services secrets américains. Voilà, je me disais, qui a tué Kennedy? Est-ce qu'on a marché sur la Lune? Est-ce que les extraterrestres existent? Voilà, ce genre de questions, et auxquelles j'avais pas de réponse, mais voilà, c'était mon rêve, connaître les secrets. Et j'ai grandi avec ces questions. Et voilà, mon père était polonais, mon père est polonais, et ma mère est française. Et on allait régulièrement en vacances en Pologne. Et un été, en 2004, je suis allé en Pologne et j'ai fait la rencontre de deux frères. Raphaël, qui avait 18 ans, et Daniel, qui avait 20 ans. Voilà, donc on a passé un été très sympa. Voilà, pour nous, c'était bien à l'époque. On pouvait faire la fête, sortir. Voilà, le genre de choses que les adolescents font quand ils sont adolescents. Et un soir, je ne sais pas pourquoi, l'idée de Daniel, donc l'aîné, qui avait 20 ans, il a dit... Ah, je me souviens pas ce qu'il a dit exactement, mais voilà, il nous a proposé d'aller à la pêche à la carpe. À la pêche à la carpe, donc bon, Raphaël et moi, on n'était pas vraiment convaincus, hein, mais on s'est dit qu'on allait y aller quand même. On est allé au milieu de la nuit à la pêche à la carpe, donc on avait prévu ça l'après-midi quand même. Voilà, donc c'était dans une région perdue de Pologne. Il y avait un grand lac avec des bois tout autour. Et voilà, donc on est allé sur un ponton. On a emprunté le ponton d'un pêcheur. Et Daniel a commencé à pêcher. Donc il a fumé un joint. Et Raphaël et moi, on a bu une petite bière. Et donc voilà, on pêchait tranquillement. On pêchait, Daniel pêchait et Raphaël et moi on discutait. Et à un moment, Raphaël me tape sur le bras et me dit « Hey, regarde !» Et je me tourne, et derrière nous, au-dessus des bois, on a vu deux boules de lumière qui avaient entre la taille d'un homme et la taille d'une voiture. Des boules de lumière qui tournaient alors je vais essayer de vous montrer, qui tournaient voilà, l'une autour de l'autre. Alors donc voilà, deux boules de lumière qui tournaient l'une autour de l'autre de manière très rapide, sans son.
Voilà, elles éclairaient, elles étaient comme éclairées de l'intérieur, comme des lampadaires au milieu de la nuit, à 360 degrés, comme une sphère. Donc voilà, elles tournaient l'une autour de l'autre, comme ça, elles s'approchaient lentement, elles faisaient des virages de fou, et hop, elles se rééloignaient tranquillement, elles se rapprochaient doucement, et elles tournaient, voilà. Et donc, plusieurs années après, j'ai repensé à la scène en voyant des mouches l'été. Voilà, par exemple, au milieu de votre cuisine, peut-être. Voilà, une mouche qui tourne l'une autour de l'autre, elles sont très tranquilles, et d'un coup, elles se croisent, et voilà, elles font des mouvements très rapides, donc c'était à peu près ça. Donc voilà, on voit ça, on est choqué, et je me retourne, on se retourne, et on dit à Daniel, regarde ce qui se passe derrière toi. Et Daniel se retourne, et il jette un petit coup d'œil, et il nous dit: vos gueules, les gars, vous faites fuir le poisson. Alors Raphaël et moi on fait quoi, mais non, mais regarde ce qui est en train de se passer. Et non, il a jeté un petit coup d'œil, et il est retourné, il a continué à pêcher. Donc on était un petit peu choqués, et de ce qui était en train de se passer, et de la réaction de Daniel. Et une boule de lumière disparaît. Donc voilà, elle tourne une ou deux, peut-être maximum 3 minutes, je ne sais plus, l'une autour de l'autre comme ça, et à un moment, il y en a une qui part. Et il en reste plus qu'une. Et alors moi, dans mon esprit, je me dis: ah bah, il est tout seul, il va se calmer. Et là, au contraire, au lieu de se calmer, donc c'est la boule de lumière, elle est toute seule au-dessus des bois, donc pas très loin derrière nous, et elle commence à faire des loopings comme ça, et des virages, et à une vitesse vraiment folle. Et moi, je regarde ça, et je me dis: mais si c'est un extraterrestre qui est là-dedans, qui a traversé la moitié de la galaxie pour venir sur Terre, et il s'amuse comme ça au-dessus des bois, je me suis dit: mais il est fou, c'est un esprit malade qui est là-dedans. Et donc j'ai eu une sorte de petit doute quand même. Pardon. Et cette boule de lumière part également. Donc Raphaël et moi, on est un peu choqués. Donc comme on discute trop fort pour Daniel, on est obligé de quitter le ponton. On va un petit peu plus loin, on regarde le ciel, on voit plusieurs boules de lumière qui ressemblent à des satellites, c'est-à-dire des petits points blancs comme ça qui passent comme des étoiles, et qui s'arrêtent au milieu d'étoiles. Donc voilà, on pensait que c'était des satellites, mais voilà, par moment on a l'impression qu'ils s'arrêtent au milieu des étoiles, on les voit plus. Donc c'était assez voilà, assez surprenant. Donc on revient sur le ponton, et une demi-heure peut-être plus tard, une autre boule de lumière passe au-dessus du ponton, très lentement par rapport aux autres, très lentement en ligne droite, mais elle brille 2 ou 3 fois plus que les autres. Donc on regarde, on voit cette boule de lumière qui passe, et dans son alignement, on voit un avion à hélice, un avion probablement militaire, noir, sombre, qui passe et qui va exactement à la même vitesse, et qui suit cette boule de lumière. Donc encore une fois, Daniel jette un petit coup d'œil en l'air. Nous on se dit: qu'est-ce qui est en train de se passer? Et quelques minutes plus tard, 1, 2, 3, peut-être 4 hélicoptères en ligne qui passent dans la même direction. Voilà, à cet endroit, même en pleine journée, il n'y a pas un seul avion. C'est vraiment perdu. Donc Raphaël et moi, on se dit: là, c'est la guerre, c'est bon, les extraterrestres attaquent, on va mourir, on est en Pologne, il n'y a aucune chance qu'on survive, on sera en France, il y aura encore une petite chance, mais là on est perdu. Donc voilà, la soirée se termine comme ça.
presque comme ça. En fait, là, 1 ou 2 heures plus tard, on voit en face de nous, dans les bois, une lueur blanche qui est là et qui grandit, qui monte, qui dépasse les arbres, qui devient de plus en plus puissante. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gros ovni. Et après 20, 10, 20, 30 minutes, on voit que en fait, c'est la lune qui est en train de monter. Donc voilà, la nuit se termine comme ça. Daniel n'aura pas un seul poisson, il n'aura pas une seule carpe de toute la soirée. En fait, c'est pas vraiment étonnant parce qu'il était venu avec un seau plein de nourriture à poissons et il les a jetés voilà, il a vidé le seau au courant de la nuit, donc on entendait les poissons qui mangeaient un petit peu partout, mais lui il a rien pris, mais il a nourri les poissons qui lui sont, je suis sûr, toujours reconnaissants de ce festin. Voilà, donc on est rentré. On est rentré et le lendemain, donc on a parlé, on a raconté ça à nos familles, forcément. Et donc ma mère m'en a peut-être un petit peu voulu parce que je ne suis pas allé la réveiller. Je suis pas allé la réveiller. Voilà, elle dormait dans une maison qui était peut-être à 5-10 minutes plus loin, à pied. Et donc voilà, comme les événements auxquels on assistait étaient à chaque fois très courts, je voulais pas en rater un seul et donc je suis pas allé la réveiller. Mais sinon voilà, donc on a raconté notre histoire et voilà, donc on en a parlé un jour, j'en ai peut-être parlé 2, et après tout est revenu comme avant, c'est-à-dire on avait les soirées, et voilà, même entre nous on n'en a plus parlé. Et voilà, donc c'était en été 2004 et donc en rentrant, j'avais 16 ans. Et en rentrant chez moi, j'ai commencé à chercher des vidéos d'extraterrestres, d'ovnis sur Internet. Et donc j'en ai trouvé pas mal. J'ai trouvé beaucoup de choses qui voulaient rien dire, voilà, des vidéos qui ressemblaient à rien. Et j'ai retrouvé également beaucoup de vidéos de ces orbes lumineuses, de ces boules de lumière, notamment celle-ci. Voilà, où on voit donc deux orbes voilà, créer un crop circle, donc ces dessins dans les champs de blé, des dessins qui peuvent prendre différentes formes, certaines très jolies, certaines très sophistiquées. Et voilà, alors moi je cherchais des réponses voilà, à ces nouvelles questions. Ça me plaisait beaucoup, voilà, parce que j'étais, voilà, est-ce que les extraterrestres existent? Parce que pour moi c'était soit les extraterrestres, soit des appareils de l'armée secrets, mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ces dessins? Pourquoi est-ce qu'ils se feraient passer pour des extraterrestres? Voilà, si c'était des appareils de l'armée. Voilà, donc j'ai commencé à écouter les explications qu'ils donnaient à ces phénomènes. Donc pour les ovnis, j'ai entendu des éclairs en boule. Voilà, donc les scientifiques expliquaient que les ovnis, ces boules de lumière qu'on voyait, c'était donc des éclairs en boule. Voilà, donc qui étaient complètement irréalistes par rapport à ce que j'ai vu, donc ça m'avait fait un petit peu rire. Et également pour les crop circles, donc ces dessins sophistiqués, très beaux pour certains, on va dire. En tout cas très géométrique. Voilà, donc ça ils ont expliqué que c'était des tourbillons de vent, d'accord, parce que voilà, à une époque c'était encore que des cercles. Donc quand c'était que des cercles, ils ont dit c'est des tourbillons. Le vent en fait fait des sortes de mini tornades et donc ça aplatit voilà, le blé, ça aplatit le blé.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand ça commençait à devenir un petit peu plus compliqué, donc avec des formes, etc., il y a eu l'histoire de deux fermiers, de deux frères peut-être, ou deux amis en tout cas, qui ont dit, voilà, c'est nous qui faisons ça la nuit. Donc ils auraient parcouru toute l'Angleterre, c'était surtout localisé en Angleterre au début, puis toute l'Europe, puis tout le monde, hein, donc ils parcouraient, ils passaient voilà, d'Argentine aux États-Unis en passant par la France, voilà, ils ont beaucoup travaillé ces deux fermiers. En cherchant des vidéos sur les ovnis, je suis tombé également sur des vidéos sur le 11 septembre. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler des théories du complot, c'était au journal de France 2. Et quand j'ai entendu ce journaliste dire ça, je me rappelle avoir l'idée, le 11 septembre fait par les Américains, rejetée. Je l'ai entendu, je l'ai rejeté, mon esprit l'a repoussé. Je me suis dit, ah non, on peut pas penser quelque chose comme ça, il est allé trop loin. Donc les deux tours sont tombées, les deux tours jumelles, les Twin Towers. Mais à côté, il y avait donc un complexe de différentes tours et une troisième tour est tombée. Bob McIlvaine et son ami, l'ingénieur en génie civil, ont des doutes aussi, car la commission n'a pas évoqué l'effondrement de cet immeuble. Une troisième tour, le bâtiment 7, s'est écroulée le 11 septembre sans avoir été heurtée par un avion. Elle s'est brusquement affaissée en moins de 7 secondes. Les deux hommes réfutent la thèse officielle selon laquelle la chute est due à un incendie. C'est impossible à cause des structures en métal qui soutiennent le bâtiment. Avec un incendie, dès qu'un étage s'effondre et qu'il en heurte un autre, sa chute est ralentie par la structure. Il perd en rapidité et là, c'est pas le cas. L'immeuble est tombé d'un coup. La seule chose qui puisse éliminer rapidement la structure, c'est l'utilisation d'un engin explosif. Donc le Pentagone, voilà, avec un avion qui disparaît. Donc voilà, si on regarde cette image, ce montage en fait, de deux photos, juste après l'impact, quelques dizaines de minutes après, et après l'effondrement, donc voilà, ils ont mixé les deux photos, et on voit que il y a un grand trou, mais il n'y a pas la place pour les ailes de l'avion. Voilà, c'est un grand trou, mais les ailes auraient disparu, les fenêtres autour ne sont pas impactées. Ensuite, cet avion, il faut savoir que les seuls morceaux qu'ils ont retrouvés, c'était des morceaux qu'on pouvait tenir à la main. C'est-à-dire, aucun des morceaux d'ailleurs ne ressemblait à un morceau d'avion, d'avion de ligne en tout cas. Et voilà, donc il faut savoir que les moteurs Rolls-Royce ont disparu. Donc les moteurs de l'avion, donc des moteurs Rolls-Royce voilà, font plusieurs tonnes de métal, d'accord. Un moteur d'avion ne disparaît pas. Hein,
Il faut un incendie de plusieurs heures, je ne sais pas combien de degrés, pour faire disparaître ces moteurs-là, donc qui ont fondu, qui ont disparu. Ils ont réussi à identifier l'ADN de ces passagers au Pentagone, alors qu'ils n'ont pas retrouvé les débris. Ils n'ont pas retrouvé les moteurs de l'avion, mais ils ont retrouvé l'ADN de ces passagers. Les derniers points, si on regarde sur cette photo, on voit un livre ouvert. Donc voilà, l'avion a disparu dans des flammes, dans un incendie tellement puissant qu'il a fondu. Mais ce livre ouvert, lui, n'a pas brûlé. D'ailleurs, c'était peut-être une Bible, je ne sais pas ce que c'est. Slamming into the South Tower Tuesday morning. Suite au 11 septembre, je me suis posé la question, mais qui est derrière ça? Alors ici j'ai un billet de 1 dollar. Voilà, où on peut voir effectivement le logo des Illuminati, hein, donc une pyramide avec un œil unique en haut. Donc c'est très gentil, donc j'ai entendu les Illuminati, j'ai entendu les francs-maçons, j'ai entendu ce sont les sionistes, c'est les juifs qui ont fait ça, la CIA, le FBI, les Américains, pour le pétrole en Irak. Voilà, les francs-maçons, donc, pour eux, leur objectif c'est de faire, pour simplifier, hein, évoluer l'intellect des membres et propager aider à la démocratie et aux bonnes, voilà, comment est-ce qu'on va appeler ça? Voilà, aux droits de l'homme, disons, hein, au respect de l'être humain dans les sociétés, dans les pays dans lesquels ils opèrent. Voilà, donc des personnes plus ou moins âgées
qui, encore une fois, comme sur ce billet de 1 dollar, et soi-disant le symbole des Illuminati, cet œil unique, ce triangle, qui est dans toutes les loges, voilà, qu'ils appellent l'œil d'Horus. Bon, pour simplifier, c'est l'œil de Satan. Voilà, l'œil unique, l'œil qui voit tout, Big Brother. Voilà, comme dans Le Seigneur des Anneaux, l'œil de Sauron, c'est le même principe, c'est l'œil de Satan. Je me suis rendu compte que voilà, si on monte dans la hiérarchie de ces groupes, de ces sociétés secrètes, on arrive de plus en plus à des satanistes. Voilà, donc des gens qui aiment violer et torturer des enfants, qui font des sacrifices humains. It was horrible. Kannst du sagen, was passiert ist, ohne Details zu nennen? Also, Sie haben das Kind zersägt. Sie haben ein Kind zersägt? Sie haben Teile von seinem Körper abgetrennt. Womit? Mit einem elektrischen Messer. Haben Sie das Kind lebend zersägt? Und dann haben Sie es getötet? Nein, die haben es leiden lassen. Aber das Kind ist trotzdem gestorben. Ja? Sie haben einen Finger abgeschnitten? Einen Fuß. Solche Dinge. Sie haben einen Fuß abgeschnitten und es sterben lassen. Und Sie haben es währenddessen missbraucht. Also er hat das Kind missbraucht und die anderen schauten zu. Ich rede für all die Kinder, die das noch durchmachen. Damit das aufhört. Also man soll es wissen, damit es aufhört. Was glaubst du, machen diese Kinder durch? Die Hölle. Was ist für dich die Hölle? Etwas, das man nirgendwo erlebt. Das Schlimmste, was sie in ihrem Leben jemals erleben. Avec des témoignages qui sont dans tous les pays. C'est pas uniquement en France, bien évidemment. C'est dans tous les pays. Et voilà, ces victimes parlent toutes de gens de pouvoir, que ce soit en politique, dans la justice, dans la finance, dans voilà, des cercles de pouvoir, et des gens qui proviennent de ces environnements. Ça m'a pris voilà, plusieurs années, de 2004 en fait à 2010. Je comprenais de plus en plus qu'il y a donc des réseaux satanistes qui tuent, qui mentent et qui propagent leurs idées partout sur Terre. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, très bien. Ces groupes existent, ils croient en Satan,
Dieu existe peut-être, et je ne vais croire ni dans l'un, ni dans l'autre. Je vais être au milieu. Et ça, c'était voilà, au début de l'année 2010 à peu près, fin 2009, début 2010. Et je commençais à avoir des rêves, des cauchemars de Satan notamment. Je me rappelle d'un cauchemar où j'étais dans une ville sombre et Satan, donc en personne, me poursuivait. Voilà, je pouvais essayer de me cacher où je voulais, de me déplacer d'un bâtiment à l'autre, et il était toujours derrière moi à me poursuivre. Et bien sûr, donc j'étais terrifié. Et je me rappelle qu'en me réveillant de ce cauchemar, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut ne pas être chrétien? Voilà, parce que c'était très clair dans ce rêve que quoi que je fasse, Satan serait derrière moi. Donc je me suis dit, voilà, en me réveillant ce matin-là, je me suis dit, le seul moyen d'être protégé, c'est d'être chrétien. Comment est-ce que les gens ne se rendent pas compte, et moi en particulier, qu'il faut que je sois chrétien pour être protégé? Donc voilà, j'ai fait pas mal de rêves, j'ai eu quelques expériences avec des esprits également. Je me rappelle un soir, j'étais seul chez moi et je regardais une vidéo sur une émission sur les fantômes. Alors d'habitude, je rigole un petit peu quand les gens, après un film d'horreur, regardent des chaînes de variété par exemple. Ce soir-là, c'est ce que j'ai fait. J'étais tout seul chez moi, j'ai regardé pas 2 ou 3 heures de vidéos sur les fantômes. J'ai regardé des émissions de variété après ça, avant d'aller me coucher, pour laisser retomber un petit peu la pression. Et en allant me coucher, je m'approche de mon lit et je commence à avoir peur. Une peur qui venait pas de moi. Voilà, mon esprit était vide et je sens une peur de plus en plus forte, de plus en plus forte. Et il y avait une lampe halogène à côté de mon lit. Et voilà, je sens cette peur qui monte, très très forte. Et au moment où elle est au maximum, je vois la lumière de ma lampe halogène qui fait et qui s'éteint. Et je me retrouve dans le noir, debout, à côté de mon lit. Et là, je fais... J'ai essayé d'allumer la lampe halogène. Elle ne marchait plus. Et j'ai allumé en fait la seconde, celle qui est un petit peu en dessous, voilà, la petite, et elle marchait, donc j'ai allumé, waouh, je me suis demandé, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu d'autres expériences de ce type-là. Et donc voilà, à ce moment-là, j'étais convaincu des esprits, je savais que, je sentais que les démons existaient, et je n'étais pas encore chrétien. Et ce qui s'est passé en l'été 2010, comment je suis devenu chrétien? En fait, j'ai rencontré une jeune femme dont je suis tombé très amoureux, et donc je me sentais bien. Je me sentais bien. Et à cette époque-là, en 2010, j'ai travaillé et j'allais au travail à vélo. Et en fait, le matin, quand j'allais à vélo, le soleil se levait. Et il faisait très beau, le soleil se levait, c'était magnifique. Et quand je rentrais le soir, toujours à vélo, voilà, le soleil se couchait, il y avait un magnifique coucher de soleil. Et donc à ce moment-là, j'étais sur mon vélo. Je me sentais vraiment très bien et j'ai commencé à parler à Dieu et je le remerciais. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à devenir chrétien. J'ai pas fait de prière, je parlais simplement à Dieu, je le remerciais. Je disais merci, voilà, j'ai commencé à parler à Dieu, à Jésus-Christ, et je le remerciais parce que je me sentais vraiment très bien. C'est comme ça que je suis devenu chrétien. Donc c'était un long processus, donc de 2004 à 2006, ça a mis 6 ans, avant que je commence à parler à Dieu et à Jésus-Christ. Et voilà, donc de voir ces ovnis, de rechercher des vidéos, pourquoi, qu'est-ce que c'est, de tomber sur l'11 septembre, de tomber sur ces sociétés satanistes qui contrôlent beaucoup de choses, qui font de mauvaises choses, de comprendre que les esprits existent, que les démons existent. Une période assez courte où je me suis dit je vais être ni pour l'un ni pour l'autre, et finalement voilà, en 2010 où j'ai décidé
d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur. Voilà, Jésus-Christ le Fils de Dieu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. Dans la deuxième, on verra mon parcours entre 2010 pardon, et aujourd'hui, avec notamment l'arrivée de la Bible, parce que quand je suis devenu chrétien, j'ai voulu connaître la parole de Dieu, donc j'ai acheté une Bible et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris à chaque fois que j'ai lu la Bible. Voilà, donc à bientôt pour la seconde vidéo, et voilà, j'espère que vous avez aimé la première. Merci.